Salut à tous, et bienvenue à une nouvelle émission de Son de la Liberté. La chaîne de la liberté de penser, l'égalité devant la loi, et la fraternité de tous ceux qui pensent différemment. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2024. Nous diffusons depuis nos réseaux sociaux, pour tout le monde. Je m'appelle Marcel Courteau. Je suis journaliste, et avec notre équipe de rédaction nous allons vous rapporter dans 10 minutes sur l'actualité de la liberté. Merci de nous rejoindre. Nous sommes prêts. C'est parti. Tiene hambre la gente y venga yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referidos. La asistencia alimentaria. Chicos, si ustedes tienen hambre, vengan que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente. Haute tension sociale. Défi et la voie vers le nouvel ordre. Jeudi dernier, un groupe de dirigeants du mouvement social UTEP, Union des travailleurs de l'économie populaire, s'est rassemblé devant le siège du ministère du Capital humain. Au milieu de la protestation, la ministre Sandra Petovello est sortie dans la rue et a déclaré qu'elle était prête à recevoir les personnes qui ont faim. Pour ce faire, elle a fait apporter une table dans la cour d'entrée du ministère, où, accompagnée d'un assistant, elle s'est préparée à recevoir individuellement et à prendre les données des documents. Face au refus des dirigeants, elle est retournée à ses fonctions au ministère et a affirmé « Nous allons résoudre les problèmes des gens, mais nous ne nous laisserons pas extorquer par les gestionnaires de la pauvreté qui manipulent la volonté de ceux qui en ont le plus besoin. » Dans la même lignée, le processus de suspension du paiement de 160 000 allocations sociales à des personnes qui avaient déjà un emploi dans l'État et qui ont voyagé à l'étranger se poursuit, ce qui entraînera une économie de 12 milliards de pesos. Pendant les 3 jours de débat sur la loi base et point de départ, des manifestations ont été enregistrées de la part d'organisations sociales affectées par la décision du gouvernement de fournir une aide directe aux personnes dans le besoin. L'objectif de ces manifestations est le rejet total de la loi. Bien qu'initialement tout se déroulait selon les accords du nouveau protocole de sécurité, des secteurs réactionnaires ont intensifié la protestation en affrontant la police, provoquant des troubles et des destructions. La ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, a déclaré « Je ne suis pas prête à rester à mi-chemin. » Par conséquent, elle n'a pas hésité à mettre en place un solide dispositif de sécurité composé d'effectifs de la police de la ville, de la police de la sécurité aéroportuaire, PSA, de la gendarmerie et de la police fédérale. Ce contingent était équipé d'une douzaine de véhicules de police, de camionnettes 4x4, de 2 canons à eau et d'un bus de la gendarmerie. Bullrich a accusé les manifestants d'agresser les agents dans le but de faire reculer les forces de sécurité et de reprendre les rues. Pour cette raison, elle a justifié l'utilisation de gaz lacrymogène comme mesure de dispersion, et c'est ce qui a été accompli. Bien qu'il y ait de l'espace disponible sur la place, la décision était constamment de la quitter et d'occuper la rue, a-t-elle ajouté. En de nombreux pays, le protocole journalistique consiste à travailler en dehors des zones où se trouvent les forces de sécurité et les manifestants. Cependant, ici, on n'a jamais progressé dans cette direction, peut-être parce qu'il est considéré comme une restriction à la liberté d'expression d'éloigner les journalistes de la scène où se déroule la situation. À ce moment-là, la police a exhorté les journalistes à se retirer et à faire preuve de prudence, les avertissant qu'ils allaient intervenir. Pendant la première pause de la session, certains législateurs ont été agressés en quittant le bâtiment. Cependant, en sortant de l'enceinte, des législateurs du Front de gauche et des travailleurs, FIT, ont incité à la violence collective, enfreignant ainsi leur devoir en tant que fonctionnaires publics. La plainte déposée par l'avocat Marcelo Peña vise les députés du FIT, Myriam Bregman, Romina Del Pla, Alejandro Vilca et Nicolas Del Cano, pour les incidents survenus dans l'après-midi et la soirée du jeudi 1er février près du Congrès national. Au cours de ces événements,
Plusieurs manifestants ont été blessés, dont plus de 25 travailleurs de la presse, touchés par des balles en caoutchouc et des gaz irritants. Se rapporte que plus de 30 personnes ont été arrêtées en raison des incidents, selon les confirmations de la ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, et de son homologue de la ville de Buenos Aires, Waldo Wolf. Bullrich a souligné la nationalité de 2 des personnes arrêtées et a déclaré « 2 Chiliens ». Curieusement, l'un reconnu pour sa participation à la destruction totale de notre pays frère en 2019. Maintenant, ici, en train de se faire le photographe tout en incendiant tout ? Nous allons approfondir l'enquête, évaluer chacun des impliqués et demander l'expulsion des 2 Chiliens impliqués dans cette catastrophe. Le ministre de la Sécurité de Buenos Aires, Waldo Wolf, a commenté la situation des personnes arrêtées. Chacun des détenus est déjà à la disposition de la justice, a-t-il informé. George Macri, maire de la ville de Buenos Aires, Caba, a condamné les dégâts causés par les manifestants ce vendredi et a détaillé les travaux nécessaires pour rétablir la normalité du mobilier urbain, en plus de remplacer les 15 conteneurs et 35 poubelles qui ont été incendiées et vandalisées. Il sera nécessaire de remplacer les matériaux d'éclairage public, les vitres des lampadaires, les boîtes aux lettres et de réparer les pavés, les bordures de trottoirs, de recouvrir les graffitis et de nettoyer toute la place et ses environs. Le coût des travaux de réparation pour les incidents au Congrès a été estimé à près de 107 millions de pesos. Ils vont le payer, a déclaré George Macri. Entonces, a continuación se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación general, presupuesto de Hacienda y Asuntos Constitucionales, recaído en el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos con las supresiones leídas y aceptadas por el miembro informante. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 114 votos afirmativos, 144 afirmativos y 109 negativos. Approbation générale de la loi. Premier pas vers le défi au Sénat. En clôture de la journée du vendredi 2 février, la loi base et point de départ a été approuvée en général à la Chambre des députés avec 144 votes en faveur et 109 contre. Après 3 jours de débat au cours desquels 224 des 664 articles initiaux ont été réduits, le projet passera à la discussion en particulier le mardi prochain, et, conformément à son résultat avec une demi-sanction, sera soumis au traitement au Sénat. Après que chaque chambre ait approuvé un projet de loi en général, elle a la possibilité de déléguer à ses commissions l'approbation particulière du projet, ce qui signifie que les commissions doivent analyser chaque article individuellement. Cependant, la Chambre peut, par majorité absolue, révoquer la délégation et reprendre le processus ordinaire. On suppose qu'au lieu de voter chaque article, un vote par chapitre sera soumis. Toutes ces décisions seront prises au cours de la semaine en cours. Pendant ce temps, au Sénat, la vice-présidente Victoria Villarruel s'est réunie avec les responsables du Parti radical, UCR, et d'autres groupes d'opposition pour définir et recevoir les demandes des sénateurs. Cela se fait en vue d'un futur traitement du méga-projet dans les prochains jours, en raison de l'urgence du pouvoir exécutif d'obtenir l'approbation de la proposition le plus rapidement possible. Tracer de nouveaux horizons. Le monde ouvre ses portes. Le 5 février, le président Milei entreprendra une tournée internationale avec une délégation réduite, en vol commercial vers Jérusalem et Tel Aviv, où il restera pendant 5 jours. Ensuite, il se dirigera vers Rome pour rencontrer le 11 février au palais Chigi Giorgia Meloni, puis avec 30 entrepreneurs argentins, participera à la cérémonie de canonisation de Mama Antuna, culminant le 12 février lors d'une rencontre privée avec le pape François. Avant d'assumer la présidence, Milei avait exprimé son désir de visiter Israël,
principalement pour des raisons spirituelles et pour montrer son soutien face aux attaques terroristes. Après avoir reçu l'invitation du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et après sa participation au forum de Davos, cet agenda a été mis en œuvre. Lo seguo perché è una passione straordinaria, perché è uno showman, oltre che secondo me è una persona seria. Il presidente dell'Argentina, Milei, lo incontrerà a Roma quando arriva a febbraio. Dovrebbe essere a Roma i primi di febbraio, certo. L'ho sentito, lui sono stato il primo leader che l'ha sentito in Europa. L'ha chiamato subito? Sì. Le fa simpatia, ha capito qualche cosa? Sicuramente una personalità affascinante. Lei non l'ha detto afuera. No, a me non me l'ha detto afuera. Perché? Ma perché? Il se rendra ensuite à Rome pour rencontrer Giorgia Meloni, la première dirigeante européenne qui l'a contactée après avoir remporté le second tour. Elle a souligné sa passion extraordinaire et depuis la direction du gouvernement italien, elle a exprimé que l'Argentine est une nation à laquelle nous sommes liés par des liens historiques et culturels profonds, et où vit la plus grande communauté d'Italiens à l'étranger. La chancelière Mondino a profité du voyage pour inviter, aux frais de chacun, les entrepreneurs argentins à participer aux entretiens qui auront lieu dans le cadre de la Confédération générale de l'industrie italienne. Ils feront également partie de la conférence internationale intitulée Engagement du Sud global, le rôle des femmes face aux principaux défis, et enfin, assisteront au dîner d'honneur offert par le gouvernement italien. L'audience de Milei avec le pape François aura lieu le lundi 12 à 10h, dans une tentative de reprendre la relation après que le pape ait exprimé sa volonté de laisser derrière lui le conflit, en particulier après les excuses publiques du président. Dans le contexte de l'agenda international, jeudi dernier, le président Milei a eu une réunion virtuelle avec le PDG du fonds BlackRock, Larry Fink. Au cours de la conversation, Fink a manifesté son intention d'investir dans l'infrastructure, confirmant qu'il visitera l'Argentine en mai. Par le biais de son compte sur le réseau social X, le président Milei a informé qu'il a eu un dialogue virtuel mercredi avec Sean Rad, le fondateur de la célèbre application de rencontre Tinder. Les deux prévoient de se rencontrer à Buenos Aires. D'autre part, le ministre de l'économie, Luis Caputo, a rencontré la semaine dernière Robert Citron, le président de Discovery Capital Management. Ce dimanche, avant de partir pour sa tournée internationale, le sous-secrétaire d'État de l'administration Biden, Brian Nichols, est arrivé des États-Unis. Il rencontrera le président Milei et la chancelière Diana Mondino, entre autres, pour discuter des défis régionaux et mondiaux, de la stabilisation économique et d'autres sujets d'intérêt. Les États-Unis sont particulièrement préoccupés par les cartels de la drogue opérant en Argentine et leurs liens avec les cellules terroristes déployées dans la triple frontière, liées à Hezbollah. Domptant le cheval de Troie. L'animal, en furie, effectue des sauts imprévisibles et des coups de pied puissants, défiant tout effort de contrôle, émanant la sensation typique d'un pouvoir indomptable. Ce corps tendu se nourrit de ceux qui sont victimes du syndrome de Stockholm, résultant de 20 ans au cours desquels le lavage de cerveau a créé des esprits convaincus d'aimer ceux qui les appauvrissent de plus en plus. Les scènes que nous ont laissées ces 3 jours en Argentine révèlent, d'une part,
ce germe réactionnaire qui se manifeste dans les rues et qui ne montre qu'un pouvoir destructeur, loin de toute construction démocratique. Ces actes ne répondent qu'à des consignes qui profitent uniquement à ceux qui les dirigent, kidnappant la capacité de penser au point de les satisfaire avec des miettes, les faisant croire que c'est le seul chemin pour vivre en société. Mais ne nous trompons pas. Ceux qui ont été kidnappés ne sont plus des victimes. Dans un certain secteur et à ce stade, comme tout adulte, ils sont responsables des conséquences de leurs actes. D'autre part, dans l'enceinte de la Chambre des députés, la réaction des rues trouve un écho chez des députés qui n'ont aucun intérêt ni pour la loi ni pour le destin du pays. Il est une fois de plus évident, et peut-être maintenant qu'ils ne sont plus au gouvernement de manière plus claire, que la gauche et le populisme ont toujours été le cheval de Troie qui s'introduit dans la structure démocratique pour l'imploser de l'intérieur. Ils effacent toute connexion avec le passé. L'histoire n'existe pas, et il semble que tous les mots soient le produit d'une irruption spontanée, viennent d'un ciel ou d'un enfer de droite, ou d'un quelconque Big Bang. Ils créent un récit mensonger, imposent une bataille culturelle qui dénigre toutes les valeurs morales, divisent la société en collectifs qui portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, imposant des quotas qui dégradent le mérite et ne se justifient que par l'appartenance à certains secteurs. Enfin, ils cherchent à imposer un régime qui, dans d'autres latitudes géographiques et historiques, s'est établi par le sang et le feu. Aujourd'hui, ils poursuivent le même objectif à travers des processus électoraux, qu'ils s'efforcent ensuite de dévaluer par le biais de fraudes ou de stratégies législatives pour imposer une tyrannie monarchique avec un lignage immoral et criminel, où les valeurs citoyennes ne sont que des prétextes ou ne servent que lorsque cela leur convient. En d'autres termes, tout se termine dans une bureaucratie de plus en plus riche, au-delà, l'abîme. Tout régime totalitaire de ce monde répond à cette description. Cependant, là dans l'abîme, avec des miettes, tous croient être heureux et satisfaits, répétant les clichés comme des perroquets car ils sont convaincus que tout doit être ainsi. Stockholm pur. Malgré la résistance de l'animal, il ne reste qu'à anticiper ses mouvements, à travailler avec fermeté et harmonie pour contenir le chaos pendant cette transition du sauvage à la coopération. Je suis Michel Durand pour des Sons de la Liberté. Merci de nous suivre et à très bientôt. Je suis Marcel Courteau, c'était des Sons de la Liberté. Merci de nous avoir rejoints, à la prochaine édition, au revoir à tous.